commence avec un conte que vous racontait Nishio-san, votre gouvernante japonaise, une histoire de grue qu'elle vous disait d'une voix qui s'apparentait au chant du passereau, alors que celle de la gouvernante chinoise qui lui succède s'apparente à celle du corbeau. Dans Psychopompe, vous découvrez que les oiseaux sont des individus. Oui, Psychopompe raconte ma rencontre avec une espèce qui est devenue mon espèce totémique de façon extrêmement mystérieuse. J'ai mis un temps anormalement long à me rendre compte que j'étais obsédée par les oiseaux et j'ai mis un temps encore beaucoup plus long à comprendre pourquoi j'étais obsédée par les oiseaux. D'ailleurs, la raison la plus confondante au monde et que vous aurez peut-être du mal à entendre parce que ça ne saute pas aux yeux, c'est que j'ai fini par comprendre que j'étais moi-même une espèce aviaire composite. Donc, en fait, Psychopompe, c'est mon autobiographie en tant qu'oiseau. Ça raconte les oiseaux de ma vie et comment, après avoir été là aussi anormalement longtemps un œuf, j'ai fini par éclore et devenir cet étrange oiseau que vous voyez. Alors, on va reprendre tout ça dans le détail, parce que ça fait beaucoup à encaisser d'un coup. Hein. Oui. Le début de votre roman nous ramène dans votre histoire personnelle. Japon, Chine, New York, Bangladesh. Et c'est au Bangladesh que vous connaissez ce moment d'éveil qui fait que l'oiseau devient permanent en vous. Découvrir les oiseaux, ce fut découvrir la sidération, écrivez-vous, au point de vous identifier, alors tenez-vous bien, à l'engoulevent oreillard, un oiseau à l'apparence de dragon. Oui, moi je trouve que c'est un oiseau d'une très très grande beauté. Bon, ne brûlons pas les étapes. C'est vrai qu'à l'âge de 11 ans, donc au Bangladesh, j'ai fait ce que j'ai toujours fait quand j'arrivais dans un nouveau pays. Je regardais les oiseaux, je m'identifiais aux oiseaux du pays. Et là, soudain, sidération, au-delà du plaisir que nous éprouvons tous à voir des oiseaux, tout à coup, j'ai été absolument sidérée par l'espèce que j'ai découverte. Et ça m'a plongée dans ce qu'on appelle l'inquiétante étrangeté. C'est-à-dire, mais quel est cet animal dont la proximité finit par effacer l'étrangeté et pourquoi est-ce que ça me met dans cet état-là? Bon, il n'est pas tout à fait indifférent que cette étrangeté ait été provoquée à l'apparition de l'engoulevent oreillard. Si vous allez vite, pour une fois qu'Internet sert à quelque chose, allez vite voir sur Wikipédia l'engoulevent oreillard. Il a une apparence, comment vous dire, pas du tout agréable, mais que personnellement je trouve divine. Et de tous les oiseaux que je connaisse, c'est clairement celui auquel je m'identifie le plus. Ça aussi, ça saute pas aux yeux. Je ne suis pas d'une apparence à ce point effrayante, mais je vous jure qu'à l'intérieur, c'est tout à fait ça. Alors, on est au Bangladesh, vous disiez 11 ans, mais vous y restez jusqu'à l'âge de 12 ans, l'âge auquel on marie les filles dans ce pays, et vous avez la crainte que vos parents vous vendent à un armateur quinquagénaire, Nurul Islam. Et puis, il y a la plage de Cox's Bazar, c'est là que vous êtes victime d'une agression sexuelle, et c'est une hirondelle fluviatile qui vous en donne une interprétation. Vous n'êtes désormais plus un œuf, mais un oisillon. Voilà, l'éclosion de l'œuf a été violente, et c'est fait en effet à l'occasion de cette chose inqualifiable qui m'est arrivée dans le golfe du Bengale, et qui m'a laissée dans un état d'interdiction complet. Bon, c'est terrible à dire, mais les agressions sexuelles sur les personnes d'enfants, d'adolescents sont devenues quelque chose de... Enfin, non, c'est pas devenu, ont toujours été très fréquentes. Mais à l'époque où ça m'est arrivé, époque qui appartient déjà au passé, ce n'était pas qualifié, aussi bien criminellement que verbalement. Quand cette chose a eu lieu, elle n'a pas été constatée. C'est-à-dire que même les témoins qui étaient là, qui étaient totalement bienveillants, totalement de mon côté, ne l'ont pas constatée, ne l'ont pas mise en mots. Et conclusion, je ne l'ai pas mise en mots non plus. Je n'ai simplement pas compris ce qui s'était passé. J'ai compris que c'était quelque chose d'abominable, que je n'étais plus du tout la même, mais il n'y avait... Voilà, ça ne faisait pas partie du langage, ça ne méritait pas de commentaires, donc quelque part, ça ne s'était pas passé. Pourtant, toute ma personne attestait qu'il s'était véritablement passé quelque chose. Pour dire les choses simplement, l'œuf a explosé et j'étais devenue non pas un oiseau, même pas un oiseau,
mais une espèce d'oisillon aux yeux surgonflés et sans même la capacité de voler. On en arrive au titre de ce roman. C'est à cette époque, au détour d'une version grecque, vous découvrez qu'Hermès peut être qualifié de psychopompe. Voilà, qu'est-ce que c'est psychopompe? Alors psychopompe, c'est un mot forgé au XIXe siècle, mais qui concerne au départ l'Antiquité. C'est aussi bien un adjectif qu'un nom, et cela désigne les escortes de l'âme. Elles ont été de toute nature. La plus connue est évidemment Hermès, qui, en tant que dieu messager, est l'escorte privilégiée des âmes. Le héros mythologique psychopompe par excellence, c'est Orphée. Orphée est le seul héros mythologique qui soit capable d'aller de l'autre côté des enfers et d'en ramener quelqu'un. Tout le monde souligne son échec. Moi, je souligne quand même sa réussite. Il a réussi. Bon, ça n'a pas marché pour Eurydice, mais il est quand même revenu vivant. C'est une obsession humaine ancienne que celle du psychopompe. L'idée que la mort ne soit pas étanche. L'idée qu'il existe un passage de l'un à l'autre. Et très curieusement, les créatures qui ont le pouvoir psychopompe sont soit des oiseaux, soit des écrivains. Et comme je suis les deux, eh bien, je me suis dit que j'avais peut-être un pouvoir dans ce domaine. Quand j'ai lancé cette hypothèse, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas du tout. J'avais déjà des morts dans ma vie, je leur parlais, il ne se passait rien. Mais j'ai eu la bonne idée de ne pas désespérer et de m'obstiner. Il en va des morts comme des vivants. On n'a pas les mêmes contacts avec tout le monde. C'est pas parce qu'on aimait beaucoup quelqu'un de son vivant que ça va bien marcher quand il sera mort. On a tous un mort élu. Bon, j'ai perdu plusieurs êtres chers. Il y a eu parfois des histoires qui ont eu lieu, en effet, après la mort. Mais évidemment, ça ne va d'ailleurs pas vous étonner. Le mort de ma vie, ça a été mon père. Il m'est arrivé ce qui arrive à tout le monde, la tragédie fondamentale. J'ai perdu mon père en 2020. Je n'ai pas pu assister à ses funérailles. Nous en avions parlé, n'est-ce pas, il n'y a pas longtemps. Mais ce qui a été absolument stupéfiant et qui continue d'être stupéfiant, c'est que je n'ai jamais tant communiqué avec mon père que depuis qu'il n'est plus. J'avais ce qu'on appelle une très belle relation avec mon père, mais nous ne nous parlions pas beaucoup. Il n'était pas facile de parler avec mon père. C'était un homme fascinant, mais compliqué. Par ailleurs, on peut imaginer, enfin, je n'en sais rien, qu'il ne soit pas facile de parler avec moi non plus, bien que, enfin, bref. Et bizarrement, dès l'instant où il est mort, a commencé un dialogue, mais hallucinant, avec lui. Bon, surtout, ce dialogue a culminé dans l'écriture de Premier sang. Là, il y a un témoignage objectif de ce grand moment psychopompe de ma vie, à savoir vraiment une béance absolue entre un mort et moi. Et c'est là que je me suis dit que, voilà, finalement, il y avait moyen d'aller plus loin. Alors, je le répète, on ne peut pas faire ça avec tous les morts, mais on ne peut pas faire ça non plus avec tous les vivants. Il y a des élections. Et c'est peut-être le seul grand message d'espoir que j'ai à apporter. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort que ça cesse d'être possible. Cela ne me donne pas des lumières particulières sur la mort. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que la mort. Tout ce que je sais, c'est qu'un échange non seulement reste possible, mais parfois devient possible parce que la personne n'est plus. Je vais revenir un tout petit peu à la chronologie qu'on a évoquée tout à l'heure, parce que je pense que c'est le livre le plus important que vous ayez écrit jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il éclaire tout le reste de votre œuvre. J'y viens. Il y a les années entre vos 12 ans et la parution de votre premier roman. Vous commencez à écrire à 17 ans, vous retournez au Japon. Vous dites que vous vous mettez à écrire beaucoup plus fort, et un jour, vous avez chaud aux jambes, ce qui n'est pas arrivé depuis 10 ans. Et il y a un peu avant dans le roman cette phrase qui dit « Ce merle transi de froid, inventer une beauté plus haute pour détourner ses sens de la souffrance. » Et se mettre à écrire plus fort, je me suis dit finalement, c'est la même technique que le merle qui chante plus fort pour aller plus haut que la souffrance. Oui, c'est tout à fait ça. Tout ceci est très mystérieux. Quand j'écris tous les jours. Quand j'écris, ma température chute, mais vraiment dramatiquement. C'est très pratique en période de canicule.
Mais c'est très étrange, ça va toujours trop loin. Une seule fois dans ma vie, j'ai vraiment failli mourir. J'ai failli mourir d'anorexie. Et là aussi, c'était le même phénomène. La température de mon corps avait chuté beaucoup trop loin. J'ai pu guérir. Mais chaque fois que j'écris, et je le répète, j'écris tous les jours, le même phénomène se reproduit. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose d'apparenté chez moi entre le processus d'écriture et le processus d'approcher la mort au maximum. Psychopompe est un livre qui parle de ça. Comment, et il n'y a rien de morbide à ça. Hein. S'approcher de la mort au maximum, ça signifie quand même rester vivant et même être d'autant plus vivant qu'on a profondément approché l'ultime limite. Mais voilà, le fait qu'on puisse passer de l'un à l'autre est terriblement fécondant. Je pense que ce qui me féconde tant, je suis quand même enceinte pour la 107e fois de ma vie, et c'est pas fini. Je crois que ce qui me féconde tant, c'est que je suis amphibie entre la vie et la mort. Alors désormais, à ce moment-là, pour vous, écrire, ce serait voler. Et vous citez Cocteau en disant finalement, un peu comme pour la ligne de l'écrivain de Cocteau, le risque, c'est de tomber. Et vous expliquez aussi que pour vous, tomber, c'est mourir. C'est la raison pour laquelle vous écrivez sans rature. Une rature, c'est tomber ? Une rature, bon, comprenons-nous bien, il y a les ratures graves et les ratures pas graves. Par exemple, dans la première version de Psychopompe, j'avais écrit que le zéro absolu, c'était moins 172 degrés. C'est faux, mais bon, c'est juste un chiffre faux, on le corrige et c'est fait. À côté de ça, il y a les ratures graves. Je veux dire, c'est même pas un mot pour un autre, c'est que vous vous êtes trompé de direction. Là, c'est foutu. Et vous tombez, et ce livre est mort, ou vous êtes morte dans ce livre. C'est pas grave. Ce livre raconte aussi que la mort, c'est pas irrémédiable. Vous écrirez un autre livre. Mais c'est vrai que Cocteau est celui qui parle le mieux du risque de l'écriture. Là, je l'oppose à Michel Leiris. Michel Leiris, dans ce magnifique livre demeurant de l'écriture considéré comme une tauromachie, dit que ce qui manque à l'écriture, c'est la corne du taureau. La corne du taureau comme le risque, un véritable risque qui mettrait vraiment l'écrivain en présence avec la mort. Bon, c'est très beau, mais justement, juste vu comme ça, c'est un constat d'échec. Oui, en effet, il n'y a pas de corne de taureau dans le livre, donc quoi, ça ferait de la littérature un art mineur ? Non, parce que Cocteau, lui, l'exprime autrement dans La difficulté d'être. Il dit que tout écrivain définit sa ligne. Et qu'est-ce exactement que la ligne de l'écrivain ? C'est l'ensemble des techniques que cet écrivain bien particulier va mettre en œuvre pour ne pas s'effondrer. Et ça, c'est un risque réel. Parce que c'est vrai que quand on écrit, bon, vous me direz tout le temps, mais particulièrement quand on écrit, on risque tout le temps de s'effondrer. Et c'est un grand risque. Et ce n'est pas une métaphore de la mort, c'est une vraie mort. Une mort qui n'a rien d'irrémédiable, mais c'est quand même une vraie mort. Et voilà, tout est là, dans le fait de garder la ligne, ce qui est une chose très difficile au quotidien. Et en plus, je m'aperçois que mon verre de champagne est presque vide. Ce qui est terrible. À la fin de Psychopompe, vous revenez sur Soif et Premier sang. Et j'ai l'impression que vous nous expliquez que Premier sang n'aurait jamais été possible si Soif n'avait pas existé. C'est une trilogie involontaire. Soif était le projet de ma vie. J'ai toujours su, depuis que j'ai 3 ans, que d'une manière ou d'une autre, je raconterais Jésus à ma façon. Que les façons qui existent déjà sont sublimes, mais quelque chose me manquait. J'ai écrit Soif. Et puis mon père est mort. Stupéfaction. J'ai écrit Premier sang. Alors là, les gens commençaient à dire, tiens, elle écrit le fils, maintenant elle écrit le père. Bon, il manque quelque chose. On a le Saint-Esprit, là. Les gens me disaient que vous écrivez quand le Saint-Esprit ? Moi, je disais, quelle plaisante boutade. Et puis, peu à peu, je me disais, mais ils ont raison, mais c'est quoi le Saint-Esprit, au fond ? Et là, j'ai commencé à réfléchir sur le Saint-Esprit en me demandant ce que c'était. Et en fait, le Saint-Esprit, c'est le psychopompe. C'est pas un détail. C'est le 3e angle. C'est la communication entre les deux. Et autant je pouvais pas être le fils, autant je pouvais pas être le père, autant je pouvais être le psychopompe. Je pouvais être le 3e angle. C'est même quelque chose qui me va très bien.
Alors, ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est votre peur de ne plus savoir voler. J'ai l'impression que chaque matin, quand vous levez de très bon matin pour écrire, il y a encore tous les jours cette peur de « je ne vais pas y arriver ». C'est pas qu'il y a encore, c'est qu'il y a de plus en plus. Wow. Plus j'écris, plus je suis persuadée que je ne vais plus y arriver. Pour avoir connu tant de fois cette exaltation extraordinaire, pour savoir ce que je lui dois, pour savoir aussi combien c'est difficile, ma plus grande peur, c'est justement de ne plus en être capable. Je pense que c'est aussi ce qui me permet d'y arriver chaque matin, d'y arriver, comprenons-nous bien, de me réveiller chaque matin à des heures indues, ce qui, en situation de gueule de bois, peut être extrêmement difficile. Ce qui me donne la motivation de me lever à des heures indues chaque matin, c'est justement cette angoisse. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en suis encore capable? J'ai le besoin absolu de commencer tous mes jours par cet exercice beaucoup trop difficile pour moi, pour me persuader que je suis encore vivante. Pour vous lire depuis le début, Amélie Nothomb, je trouve que ce livre est différent de tous les autres. Très souvent, dans les livres de pure fiction, vous vous révélez beaucoup plus qu'on ne peut le penser, alors que dans les autobiographies, vous vous cachez sans doute plus qu'on ne peut l'imaginer. Dans celui-là, qui est autobiographique, je crois que vous vous mettez à nu comme jamais. C'est très vrai. C'est assez gênant d'ailleurs. Et pourtant, je n'ai pas trop hésité au moment de le publier parce que, comment dire, ça va plus loin que moi. Le grand thème de ce livre, bon, il y en a beaucoup, mais le grand thème de ce livre, c'est la mort vue comme une frontière poreuse. Nous sommes tous concernés. Nous avons tous au moins un mort que nous avons éperdument besoin de retrouver. Et je prétends que ces retrouvailles n'ont rien d'impossible et qu'il n'est absolument pas indispensable d'attendre son propre trépas pour y arriver. Donc ne serait-ce que pour cette raison-là, il était très important de partager ce livre. Alors pour moi, c'est la clé de voûte de la cathédrale Amélie Nothomb. C'est un livre qui permet de mieux comprendre ce auquel j'ai pensé tout de suite, c'est Hygiène de l'assassin, Premier sang, Sabotage amoureux, Stupeur et tremblement, Métaphysique des tubes, Biographie de la faim, Journal d'hirondelle, il y en a sûrement d'autres. Mais c'est un livre qui permet de faire tenir tout l'édifice, les 32 pierres de cet édifice. Et pour ça, on vous dit merci, Amélie Nothomb. Merci infiniment, Pascal.